Nous reprenons nos travaux. Nous recevons M. Mac Ménard. Bienvenue, M. Ménard. Je vais vous demander de vous présenter et par la suite, vous disposez d'un temps maximum de 10 minutes. Suivra un échange avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, de me donner la chance de vous offrir aujourd'hui une présentation. Je me présente très rapidement parce que j'ai seulement 10 minutes. Marc Ménard, effectivement, professeur à l'École des médias, économiste de formation. Professeur donc depuis 2006, auparavant, durant 8 ans, j'étais à la SODEC à titre de chercheur économiste et je travaille dans le milieu culturel depuis la fin des années 80 et dans le domaine du livre, je n'ai bien peur que ça fasse déjà une vingtaine d'années. Très difficile pour moi d'intervenir en 10 minutes sur un sujet aussi complexe, d'autant plus qu'il y a déjà une très grande quantité d'arguments qui ont été évoqués à la fois ici et certainement dans la sphère publique. J'ai donc décidé de faire ma présentation en 3 points, plus précisément en réfutant 3 arguments qui ont été présentés à l'encontre de la mise en place d'un prix unique. Le premier argument consistait à dire que les grandes surfaces occupent en réalité une faible place dans le marché. Si on examine les données de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, c'est 73 millions de livres qui sont vendus par les grandes surfaces sur un total de 678, ça nous fait 10,8 %. De cela, il faut toutefois retrancher les livres scolaires et didactiques. C'est un marché complètement à part, donc si on retranche cette part de 105-110 millions environ, on arrive à 12,8 %, disons 13 pour faire rond. Part donc qui est effectivement minoritaire, mais qui s'avère très importante dans le contexte. Pourquoi? Parce que les grandes surfaces ont un assortiment qui souvent ne dépasse pas 200 à 300 titres, qu'il s'agit souvent à près de 100 % de nouveautés, alors que dans le réseau des librairies, on parle plutôt de 65 à 70 % de nouveautés. On parle donc de titres à très forte rotation, c'est-à-dire des gros vendeurs, ce qu'on appelle des best-sellers. Le 13 % de part de marché donc détenu par les grandes surfaces touche ce qui constitue le segment de vente le plus lucratif pour les librairies, qui sont les commerces dont la marge bénéficiaire dépasse très rarement 2 %, je vous le rappelle. De façon plus générale, important aussi de rappeler un certain nombre de choses sur le marché du livre. D'une part, il y a 30 000 nouveautés qui paraissent chaque année au Québec, donc un peu plus de 4 000 qui sont des titres québécois. Mais il y a une très forte concentration des ventes sur quelques titres. D'après des données provenant de l'étude sur la mise en marché des nouveautés par le système de l'Office qui a été produite en 2007, on peut ainsi constater que sur l'ensemble des nouveautés, 11 % des titres s'accaparaient 64 % des ventes, ce qui fait une très, très forte concentration. Autre chose importante à rappeler, le livre, comme tout bien culturel, est un bien symbolique, c'est-à-dire un bien qui est porteur d'identité, de valeur et de sens. C'est aussi un bien d'expérience. On ne connaît pas la valeur d'un livre avant de l'avoir lu. Ça crée donc, dans un contexte économique, d'importantes difficultés. D'une part, pour le consommateur, une très grande incertitude, et une surcharge d'informations, et pour l'ensemble de l'industrie du livre, également de l'incertitude et la nécessité donc de mettre en place différents mécanismes de signalisation pour faire connaître les livres. C'est dans ce contexte-là que le rôle de la librairie est très important. Pourquoi? Parce qu'elle fait un rôle de présentation, de mise à disposition et de promotion des livres, en plus d'agir à titre de conseiller et d'offrir un service de recherche pour le consommateur. C'est donc une activité qui apporte une valeur au consommateur parce que ça l'aide à choisir. De ce fait, le libraire, si vous me permettez l'expression économique, produit une externalité positive. Il produit de la valeur qu'il n'est pas nécessairement capable d'entièrement monétiser si le consommateur est en mesure d'aller chercher son livre ailleurs à moins cher. Du coup, la grande surface va bénéficier de la valeur créée par les librairies, notamment pour la promotion de certains titres qui s'avèrent par la suite avoir du potentiel commercial. Pensons à un auteur comme Kim Thuy, par exemple, en mettant en marché seulement les titres qui ont un potentiel assuré ou qui sont déjà devenus, dans le reste du système commercial, des grands vendeurs, parce qu'elles ne font aucune activité de signalisation et de promotion. Ce n'est effectivement, comme on l'a dit, qu'un simple produit d'appel, le livre, pour une grande surface. Donc, pour la librairie, ce 13 % des ventes vient gruger ce qui devrait être normalement pour elle des ventes faciles, pour les titres à haut rendement, et qui devrait justement lui permettre de dégager des marges pour consacrer plus d'efforts à la signalisation et promotion des titres à décollage plus lent ou d'accès plus difficile. Si on élimine la concurrence sur les prix de vente finale, on est en mesure de recentrer la concurrence sur l'offre offerte et la qualité du service. Donc, ça devrait permettre un système de prix unique, d'organiser un système de subvention croisé au niveau du libraire où la marge réalisée sur les meilleures ventes vont compenser les pertes faites sur le reste de l'offre. Deuxième argument,
L'argumentation stricte, prix unique égale hausse du prix moyen des livres égale baisse des ventes. A priori, l'argument semble solide. Hein? Ça relève du gros bon sens, et même, comme on dit souvent, n'importe qui ayant suivi un cours d'économie 101, c'est ça. Malheureusement, le gros bon sens, comme les cours d'économie 101, ne sont pas toujours des bons conseillers dans la vie réelle. Je ne reviendrai pas ici sur la comparaison des expériences françaises et anglaises. Je pense que c'était abondamment documenté, notamment dans les travaux de M. Fischwick, qui sont, à mon avis, très convaincants. D'abord parce que c'est difficile aussi de transposer une situation dans des contextes complètement différents. Donc, on va essayer plutôt de raisonner sur la situation québécoise. D'abord, l'argument qu'une hausse de prix du livre se traduirait par une hausse du prix global et une baisse des ventes repose sur la notion d'élasticité prix. Je vous rappelle rapidement, une élasticité prix mesure la variation de la demande en pourcentage induite par une variation de prix en pourcentage. Si une hausse de prix donc de 10 entraîne une baisse de la demande de 10 on va dire que l'élasticité prix est égale à moins 1. Souvent, on fait court puis on dit 1. Dans le cas présent, toutefois, se reposer sur des estimations d'élasticité prix globale pour l'ensemble du marché du livre, pour le cas présent, ça s'avère un non-sens et ça tant d'un point de vue logique que statistique. Pourquoi? Parce que le marché du livre se caractérise par une très forte segmentation de la demande pour des biens qui sont très différenciés, c'est-à-dire différents les uns des autres. Et ça, à la fois aussi entre catégories, livres de cuisine par rapport à la littérature, par exemple, au sein d'une même catégorie, littérature générale, littérature jeunesse, ou même dans le temps. Ce n'est pas la même demande à la période des fêtes, à l'hiver qu'à l'été. Et donc, c'est important de savoir sur quoi s'appliquerait une hausse de prix. Alors, comme le mentionne l'étude de l'IRIS qui a été déposée ici, et au contraire de ce qu'affirme l'Institut économique de Montréal, et comme on peut le vérifier sur Internet de manière assez rapide, les rabais actuels sur le marché sont faibles et très concentrés. Librairies indépendantes, 4 chaînes de librairies, 0 les grandes surfaces, donc nos Costco et Walmart et compagnie, 26 et les autres points de vente de grande diffusion, 5 Je vais même aller plus loin. Si on prend la liste de meilleurs vendeurs qui a été utilisée par l'IRIS, on regarde sur Amazon, rabais moyen, 12 On a aussi la situation des coops en milieu scolaire. Généralement, ça va être 10 Mais on a une clientèle ici très particulière. Il faut être membre, évidemment, de la coop. Et évidemment, c'est des étudiants qui, généralement, n'ont pas de revenus très élevés. Autre chose qu'on oublie souvent, les cartes de fidélité. Mais là encore, ça ne dépasse pas 10 en tout cas, les expériences personnelles que j'ai. Bref, le segment qui est vraiment touché ici, ce sont nos grandes surfaces. Donc, on en revient encore à notre 13 de marché. Et là, si on applique mécaniquement les élasticités prix globales, selon les différentes estimées qu'on a, à partir d'une baisse de vente de 21 une baisse des prix de 21 une hausse de prix, pardon, de 21 dans les grandes surfaces, qui s'appliquerait donc sur 13 du marché. Selon l'hypothèse Chiswick Iris d'une élasticité prix de 1, on obtiendrait une baisse de la demande de 2,8 À l'opposé, une élasticité prix de 1,47 nous mènerait à une baisse de la demande de 4,1 Donc, entre 3 et 4 selon les différents estimés. Mais, à mon avis, cela encore, c'est surestimé. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est l'élasticité prix des best-sellers, pas tous les livres. Alors, c'est quoi un best-seller? Techniquement, c'est un gros vendeur, mais ça recouvre des catégories très différentes de livres. Pour poser un découpage en 3 grandes catégories. La première, des auteurs très connus et appréciés, qui disposent donc d'une base de fans importante. Michel Tremblay, Patrick Sénécal, Marie Laberge, Stephen King, Paulo Coelho, etc. Ou, dans certains cas, des vedettes qui viennent d'autres domaines, quand, par exemple, sort une biographie de Céline Dion ou l'autobiographie de Jeannette Bertrand. Par définition, pour un fan, le mot vient de fanatique d'ailleurs, il n'y a pas de substituabilité possible. De prix, donc, c'est un facteur qui va jouer très peu. C'est d'ailleurs pas pour rien que les produits dérivés dans le monde du spectacle sont vendus d'abord et avant tout à des fans. Donc, pour cette tranche de livres, on a une très faible sensibilité au prix. En revanche, il y a une substitution qui est possible entre librairie et grande surface si on a un écart de prix important. Deuxième grande catégorie, les effets de mode. Tout le monde en parle, tout le monde veut connaître. Ça peut parfois être des feux de paille, parfois l'auteur peut se transporter dans la première catégorie, peu importe. Mais on peut penser au premier livre d'Harry Potter, le premier Dan Brown, le premier Stéphanie Meyer, ou le livre de recettes d'un grand cuisinier. Ce qui est en jeu ici, c'est un effet de socialisation, qu'on appelle parfois contagion sociale, donc qui tourne beaucoup aussi sur le bouche-à-oreille. Dans ce cas-ci, encore une fois, le désir de conformité et de partage avec les autres va abaisser l'effet du prix. La sensibilité pour ce genre de titre va donc être plus faible que la moyenne. On a enfin une troisième catégorie qui est un peu variée, un peu fourre-tout, je le reconnais, qui est constituée de quoi? De livres pratiques, des livres de cuisine, des titres saisonniers, des guides de l'auto, des guides du vin, des dictionnaires ou des livres de psychopop ou de croissance personnelle.
Ici, on va avoir une substituabilité qui est plus importante, d'autant plus qu'il existe des substituts qui sont accessibles sur Internet et gratuitement. Donc, pour ce segment-là, oui, on aura une sensibilité au prix qui sera peut-être plus élevée. Mais en conclusion, dans notre tranche dite de best-salaire, on a des auteurs connus avec une base de fans et ceux pour lesquels les effets de mode et de contagion sociale sont importants. Merci, M. Ménard. Je suis désolée, c'est tout le temps qui vous était alloué. Monsieur le ministre, vous débutez les échanges. Monsieur Ménard, bonjour. Soyez le bienvenu et merci pour la contribution. En liminaire, vous avez dit que le sujet était complexe. Pourquoi? Le sujet est complexe parce que, donc comme j'essaie de le montrer, faut faire attention à ce qui apparaît comme des évidences. Un peu comme la règle qui dit, bien effectivement, donc hausse de prix égale baisse de la demande. Dans certains cas, quand il y a des effets de structure qui se mettent en place à long terme, on arrive parfois à un résultat qui est contraire. Donc, il faut bien prendre la peine d'étudier soigneusement et aussi d'étudier les structures précises, les caractéristiques précises des biens qu'on examine dans ces cas-ci. Ça m'amène à l'autre question. À l'instar des personnes qui vous ont précédé, il y avait cette suggestion de tenir des études d'impact. Dans leur cas, c'était relativement aux familles défavorisées. D'autres ont suggéré que cela se fasse globalement avant de procéder, si cela était l'intention à la réglementation. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'approfondir sur le modèle québécois, avec la spécificité des comportements que nous connaissons, de la réalité en matière de littératie, d'analphabétisme, et aussi de certaines évidences anticipées à l'effet que ce n'est pas parce qu'on va réglementer que du jour au lendemain, les gens vont quitter Costco, Walmart pour aller dans notre réseau de librairies indépendantes. Est-ce que vous conviendrez qu'une étude, disons, plus fine, qui serait évidemment empirique, parce qu'on n'a pas de précédent au Québec, serait une étude comme celle-là serait nécessaire préalablement avant de procéder à l'adoption d'une loi, éventuellement? Bien, éventuellement, s'il y a effectivement trop de craintes qui sont exprimées, que ça peut aider à réduire les craintes de certains, c'est toujours une bonne chose de procéder à des études supplémentaires. C'est pas nécessairement chose facile à faire, par contre, parce qu'on est dans un domaine où, comment dire, les choses sont parfois un peu molles, parce qu'on travaille beaucoup sur des intentions aussi, donc il faut être en mesure d'essayer de se reporter sur des comportements réels. Ça va me permettre de revenir aussi à votre question sur le troisième point que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Puis qui prolonge enfin ce qui a été dit précédemment aussi, notamment les problèmes de littératie et le lien avec Club Price. À mon avis, c'est un non-sens là aussi. Costco, pardon. Ça dénote mon âge, malheureusement. Par exemple, ici, si on veut examiner ça plus en détail, on dit c'est qui la clientèle de Costco? Est-ce que c'est des familles pauvres? C'est pas ce que je vois, moi, à Costco. C'est généralement des familles souvent qu'on pourrait qualifier de classe moyenne, sinon même de classe moyenne élevée, qui possèdent généralement un certain niveau de culture et de revenus. Des gens qui possiblement fréquentent et également aussi des librairies. Très peu de familles pauvres vont aller se payer 50 $ d'abonnement à Costco ou vont pouvoir se permettre un déplacement soit en autobus ou la voiture qu'ils n'ont pas. Donc, il y a un lien ici qui est un petit peu biaisé, à mon avis. Donc, si, effectivement, comme je disais, ça peut aider à démonter un certain nombre d'arguments qui sont en bout de ligne fallacieux, ben, des études, c'est toujours utile, bien sûr. Est-ce que, de votre point de vue, il y a urgence d'agir, notamment dans la perspective du sauvetage de notre réseau de librairies indépendantes? Je dirais sans urgence, mais avec une certaine précipitation. Au sens que vouloir trop faire vite, parfois, on finit par mal faire, mais je pense que oui, effectivement, la situation est quand même relativement en péril, et donc de reporter les choses ultérieurement à 2, 3, 4 ans, ce ne serait pas vraiment une bonne idée. Non? Outre l'idée de légiférer sur un prix plancher, afin toujours de sauver notre réseau de librairies indépendantes,
selon vous, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Oui, il y a une structure actuelle qui s'appelle la loi 51, dont un des maillons, parce que c'est une belle mécanique tissée serrée, consiste à s'assurer que les bibliothèques et les publics et scolaires font leurs achats auprès de libraires agréés. C'est un élément de la chaîne qui pourrait être très bien renforcé, qui était d'ailleurs dans le projet initial de la loi en 1981, c'est-à-dire d'augmenter substantiellement les budgets consacrés aux bibliothèques. Je crois que c'est un des petits bouts de la loi initiale qui n'a jamais été vraiment rempli, dont un des objectifs qui n'a jamais été vraiment rempli. Et ça, évidemment, de concert avec la réglementation de la partie qui, jusqu'à présent, est complètement libre, c'est-à-dire celle sur le prix de vente final, si on est en mesure d'ajouter des ressources supplémentaires aux bibliothèques publiques et surtout aux bibliothèques scolaires, dont l'État n'est pas en très bon état, justement, je pense que ce serait une boucle qui permettrait de renforcer la situation, surtout en région, d'ailleurs. Merci. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Moi, M. Ménard, merci de votre présentation. C'est probablement l'une des premières qu'on a détaillées là, comme ça, là, avec une étude assez sur tous les points. Alors, ma troisième. Ça me plaît beaucoup. Vous avez mentionné qu'il y avait 4000 nouveautés québécoises chaque année, à peu près, 4000, 4500. Moi, j'aimerais connaître quelle est la proportion de ces 4000-là qui se retrouvent, mettons, dans les grandes surfaces. Est-ce que vous avez une idée? Oh, ça faudrait une étude précise, effectivement, de voir les assortiments, qu'est-ce qui est effectivement vendu. J'en ai aucune idée. Et ça doit varier d'un endroit à l'autre. Par exemple, une grande surface dans l'ouest de l'île doit avoir un assortiment relativement différent qu'en banlieue sud, par exemple, de Montréal. Mais ce qui est certain, c'est comme on parle d'un assortiment qui est relativement restreint, il y a quand même peu de titres qui peuvent trouver leur place. Donc, il va y avoir une certaine part de titres québécois, comme on regarde la liste des meilleurs vendeurs que publie régulièrement Renaud Bré ou je cherche le nom, l'autre grande chaîne, le nom m'échappe pour l'instant, mais on voit qu'il y a quand même une bonne partie de titres québécois. Après, en littérature, on a une part de marché de 40 à 45 %. Donc, ça doit tourner peut-être proche de ça, mais il faudrait voir. Okay. Merci. C'était juste ma seule question. Merci. Madame la députée de l'Acadie, vous avez la parole. Merci, c'était fort intéressant et si vous aviez l'occasion de nous envoyer votre texte, ça nous ferait bien plaisir dans l'état de pouvoir actuel, poursuivre mais... la lecture de votre conclusion. J'aimerais que vous reveniez sur cette idée. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, parce que vous parlez quand même, vous avez un bon débit, hein, n'est-ce pas? On a 10 minutes, on a porté accéléré. Vous avez parlé des fans. Vous avez fait une référence à fanatique. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la personne qui s'intéresse à la dernière biographie de quelqu'un de très connu, on peut parler de Mme Dion ou Mme Bertrand ou Mme Dominique Michel, cette personne-là, le prix de ce livre-là, ça l'importe peu. Ce qu'elle veut, c'est avoir le livre, c'est ça? Oui, si on part du principe que je suis un amateur inconditionnel d'un auteur, n'importe qui que ce soit, Marie Laberge ou Stephen King, j'attends son prochain livre avec un très grand intérêt. Et d'ailleurs, je serai le type qui va acheter le livre en format grand livre et je n'attendrai pas la version de poche qui va sortir dans 1 an, 2 ans. Je n'ai pas le temps, je ne veux pas attendre. Ce qu'il y a en fait, c'est que ce qui m'attire vers ça, c'est un sentiment d'identification qui est très fort. Donc, je suis prêt à payer le prix. Souvent même, je ne regarderai pas le prix parce que vraiment, c'est ce que je veux. Et d'ailleurs, du point de vue des formes de concurrence, ça permet aux entreprises de faire ce qu'on appelle la discrimination des prix. C'est-à-dire avoir, par exemple, des versions augmentées, quand on a un DVD avec différents ajouts, le vendre plus cher en sachant qu'il y a une certaine tranche de population, nos fans, qui vont être prêts à aller acheter en déboursant un prix supplémentaire, ce que le fan moyen ne fera pas ou le lecteur moyen ne fera pas. Et ça, cette tranche de population-là, c'est le marché le plus important pour ces grandes surfaces qui vendent surtout des best-sellers. Ça en fait une grande partie. Ce sont des fans. Ça en fait une grande partie, parce que quand on regarde la liste, si vous prenez la liste de l'IRIS, je ne l'ai pas avec moi exactement, des titres, des best-sellers, bon, on retrouve effectivement Paulo Coelho, Dan Brown, je ne me souviens plus, mais il y en a plusieurs. Donc, ça représente toujours une certaine part quand même importante de ce qui est notre noyau de très gros vendeurs, dans lequel va puiser les grandes surfaces. Alors, vous avez parlé de la bonne chose que fait la loi 51 sur la question des agréments. Ça a quand même aidé considérablement. Vous avez dit tout à l'heure à la question de M. le député de Saint-Hyacinthe qu'il fallait
il fallait agir. Là. Il faut se presser parce que attendre 4-5 ans, ça pourrait être dramatique. Vous l'évaluez comment, là, le moment d'agir? Il faut agir maintenant, il faut agir l'année prochaine, il faut agir tout de suite. Vous le situez où? Est-ce qu'il y a d'autres mesures? Je reviens à cette question-là. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être soit ajoutée pour assurer cette vitalité des libraires, des librairies indépendantes? Aussi, la question du prix unique est vraiment la solution. Autrement dit, il pourrait y avoir un amalgame de mesures. Oui. Bon, c'est jamais la solution ultime, évidemment. Je ne raconterai pas d'histoire là-dessus. C'est un élément qui pourrait s'avérer très important, entre autres à la fois d'un point de vue dynamique, parce qu'il y a une possibilité donc d'avoir un certain transfert quand même de vente qui viendrait renforcer la position de certaines librairies. Et d'autre part aussi, c'est une forme de verrou qui préviendrait toute forme de concurrence sauvage qui pourrait être lancée à peu près n'importe quand. Et ça, on est incapable de le prédire, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Ça pourrait venir éventuellement d'une grande chaîne, même québécoise, et ça pourrait venir aussi d'Amazon, le jour où il va décider que le petit marché québécois, ben, quand même un petit sac de peanuts, c'est mieux que rien du tout. Donc, l'aspect urgent, il est là. Dans le sens que si on savait l'avenir, on pourrait peut-être se dire qu'on peut attendre un peu, mais je ne pense pas qu'on peut se permettre de prendre ce risque-là. Par contre, comme je l'ai affirmé tout à l'heure, à mon avis, la meilleure combinaison possible, ce serait, dans un monde idéal où on aurait les fonds nécessaires, évidemment, ce serait à la fois de mettre en place un mécanisme de prix unique et d'augmenter autant que possible les ressources qui sont dévolues, d'autre part, aux bibliothèques à la fois publiques et scolaires. Ça bouclerait vraiment la boucle. Pour venir à notre fan... En plus d'affecter la question de la littératie, le problème de la littératie. Pour venir à notre fan fini, là, oui. Est-ce que lui, 9 mois, c'est trop long? En fait, est-ce qu'on pourrait dire que la barrière se lève au bout de 3 mois ou de 5 mois? C'est très long. Le fan, lui, il veut l'acheter tout de suite. Le fan, il va le précommander chez Amazon 6 mois d'avance si on lui annonce 6 mois d'avance qu'un livre sort. C'est ça, un fan. 9 mois, c'est trop long pour lui. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un prix unique et qu'au bout d'une période de 9 mois, on permet d'avoir des rabais importants, de toute façon, 9 mois, c'est trop long, si je comprends bien. Ben, c'est-à-dire le fanatique va vouloir l'acheter tout de suite. Ben, c'est ça. Donc, il y a toutes sortes de degrés de fanatisme, évidemment. Je fais un trait un peu grossier ici. Mais si on prend l'exemple extrême du vrai fanatique, celui qui va être prêt à précommander 6 mois d'avance, c'est le même qui couche sur la rue devant le Centre Bell ou ici à Québec, de toute façon. Pour lui, 9 mois, non. Effectivement, c'est à lui que ça s'applique, cette période de 9 mois où il n'a pas le droit d'avoir de rabais, parce que lui, de toute façon, le rabais, il s'en fout, il veut le livre. Donc, c'est à lui que ça s'applique. Alors, les grandes surfaces feraient plus d'argent avec un prix unique? Ils vont être encore en mesure de faire un rabais de 10 %, donc ils vont pas, évidemment, leurs ventes ne disparaîtront pas complètement. Ce qui est difficile à prévoir, c'est dans quelle mesure, par exemple, une chaîne de librairie, voyant que le rabais passe de 26 à 10 va considérer que c'est dans l'écart où il peut aller jouer, et donc offrir un peu plus de rabais, ça va dépasser 10 %, et donc là, peut-être entrer encore plus en compétition. Donc peut-être pour avoir plus de transferts. Mais ça n'éliminera pas, évidemment, complètement les ventes, ça c'est certain. Merci beaucoup. Parce qu'il y a un grand facteur d'impulsivité. On achète un livre de steak haché, on voit un livre, on le prend. Évidemment, ça tient toujours. Merci. Monsieur le député de la Jacques-Cartier. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour, merci beaucoup pour la présentation, Monsieur Ménard. Est-ce que nos librairies font assez pour vendre les livres en ligne? Parce qu'on voit ça, on voit Amazon comme une menace, mais quand même est à la maison devant l'ordi et l'inventaire est énorme en comparaison avec une librairie. Alors, moi, je suis parmi les coupables qui vont regarder dans les librairies dans mon comté, noter les titres qui sont intéressants, retourner à la maison, les acheter en ligne moins cher. Je suis coupable. Je vais le confesser aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut, parce que je pense que ça part une part de marché moins importante qu'au Québec, qu'en dans le reste de l'Amérique du Nord, mais est-ce qu'il y a une opportunité? Parce que je pense qu'il faut toujours voir ça dans une optique de promouvoir la lecture aussi, d'avoir un plus grand nombre de personnes qui ont des livres à la maison. Alors, est-ce qu'on peut mieux, au niveau de l'offre des livres en ligne, au niveau des rabais, des autres choses, pour encourager la lecture au Québec? Bon, je vous avouerai d'abord que moi aussi, il m'est arrivé d'acheter chez Amazon, mais j'ai une excuse. Moi, c'est des livres scientifiques américains qu'on peut difficilement trouver ici.
Yeah, right. OK. La question du très vaste assortiment est à la fois excitante et à la fois trompeuse. Parce qu'effectivement, oui, théoriquement, on peut accéder à tout et absolument tout sur Internet, mais le problème qui se pose quand on rentre dans une librairie et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut est démultiplié quand on arrive sur Internet. C'est-à-dire qu'on est confronté non plus à 20 ou 25 000 livres dans une bonne librairie, mais on est confronté à 300 000 titres disponibles. Tout le problème, donc, revient à une surcharge d'informations encore plus grande. Donc, la question est comment chercher, et c'est pas tout le monde qui... Bon, il y a des cas très précis, on peut avoir des outils de recherche qui peuvent nous aider, dans certains cas, effectivement, des systèmes de recommandation ou des critiques. Mais souvent, c'est pas nécessairement accessible à monsieur et madame tout le monde, surtout quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut et qu'on cherche quelque chose qui va juste nous plaire. Dans ce sens-là, le travail en librairie demeure absolument essentiel, malheureusement, je crois. Donc, je ne vous convaincrai pas 100%, bien sûr. Non, mais pas parce que, oui, mais le cahier de livres de devoir de samedi, le cahier de livres, oui. le Globe and Mail et le New York Times mais, en fin de semaine écoutez, aussi. Je veux dire que c'est juste la librairie qui va vous y guider. Je suis probablement une des personnes les plus fanatiques en termes de recherche d'informations pour ce type de choses-là. Pourtant, je mets les pieds dans une librairie et je bouquine. Et parfois, en ouvrant un livre, je dis « Ah, cet auteur-là, j'y pensais pas. » Ben oui, j'ai déjà lu un de ces livres. Je regarde le résumé, je feuillette et j'achète. Sans librairie, je ne ferais pas faire cet achat-là. Je resterais probablement pris dans des schémas de consommation usuels, tandis que là, j'ai une certaine façon que je peux m'ouvrir sur des nouveaux horizons et sortir de ma zone de confort. Merci. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, professeur Ménard. J'en ai profité pour regarder votre curriculum vitae. J'ai pu voir que vous avez... mais j'ai pu voir que vous avez également fait de nombreux rapports, entre autres pour la SODEC. Alors, j'aimerais voir si on peut faire un parallèle ici avec ce qui se passe avec nos librairies indépendantes et ce qui s'est passé dans le monde de la musique. Et naturellement, avec nos fameux livres électroniques maintenant. Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir? Bien, justement, le domaine de la musique est un marché qui a été laissé complètement libre, donc sans aucune réglementation, et il est arrivé exactement ce dont on a déjà discuté, c'est-à-dire des guerres commerciales qui ont fait en sorte, entre autres, que les détaillants ont virtuellement disparu. La relation par rapport à la musique dans un endroit qu'on appelle de briques et de mortier est probablement différente que celle du livre, par contre. Un peu comme je le racontais tout à l'heure. On a un lien physique avec l'objet livre qu'on ne pas tout à fait, même à l'époque du 33 tours, avec l'enregistrement sonore. Donc, une portabilité qui s'est faite beaucoup plus naturellement et plus facilement dans le domaine de la musique. C'est pour ça, d'ailleurs, que le développement du livre électronique se fait beaucoup moins rapidement que c'est fait dans le domaine de la musique. On reste attaché à ce qui est finalement une sacrée bonne technologie. C'est portable, c'est résistant. Je peux même lire dans mon bain avec ça. Il y a un reflet de soleil, c'est beaucoup moins dramatique avec un écran. C'est une fichue de belle technologie et on a un rapport conventionnel, comme les enfants aussi, souvent un rapport physique avec le livre qui fait qu'il y a un effet qui est beaucoup moins important et ça, c'est difficile à prévoir. Est-ce que ça sera toujours jamais remplacé? Je ne sais même pas. Parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est justement la survie de nos librairies indépendantes passe-t-elle justement par cette vente de livres électroniques? En complément, certainement, oui. D'ailleurs, les libraires s'organisent pour essayer de participer en se regroupant à ce marché-là. Si on parle d'une part de marché de 4 %, c'est pas beaucoup. C'est difficile de vivre uniquement avec cela, mais dans la mesure où on peut combiner la qualité du service et ainsi en profiter pour, par exemple, dire, bien, je ne l'ai pas, mais je peux te le commander directement sur Internet, ou par exemple. Là, ici, on a un aspect complémentaire dans les actions. Comment faire pour augmenter cette part de marché qui n'est qu'à 4 %? Madame la députée de Montarville, nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup, Monsieur Ménard. Nous allons suspendre quelques instants le temps que les représentants des éditions du Septentrion puissent prendre place.